Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un énorme coup de cœur, d'un immense coup de cœur que j'ai eu pour le dernier livre que j'ai lu. Il s'agit d'un livre de Sorge Chalandon, il s'appelle Le jour d'avant, il a été publié en 2017 chez Grasset. Et donc je suis vraiment spécialement contente de partager tout ça avec vous aujourd'hui, de vous recommander ce livre, de vous le conseiller parce que ça vaut vraiment la peine. On va parler de tout ça tout de suite, mais avant de commencer, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche des notifications pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, comment j'ai découvert ce livre? En fait, j'ai eu l'énorme chance d'être l'interprète de l'auteur juste tout récemment, il y a quelques jours, lors d'un direct sur un groupe Facebook italien. En fait, la traduction italienne de ce livre vient de paraître, donc ce groupe a organisé une présentation avec l'auteur et j'étais son interprète. Donc c'était super, c'était génial. Et pour me préparer pour cette mission d'interprète, voilà, l'éditeur italien m'a envoyé la version française, l'original français et la traduction italienne. Donc voilà, je les ai lus avant la présentation, j'ai lu le français et j'ai lu un peu en diagonale comme ça l'italien pour voir comment certaines choses étaient traduites. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques images de la présentation de l'autre soir pour pouvoir voilà, entendre directement l'auteur. Cette soirée-là d'ailleurs j'ai vraiment adoré, ça a été une soirée pleine d'émotions. D'ailleurs, les gens qui écoutaient le live, qui étaient connectés, voilà, ont beaucoup commenté sur Facebook et tout le monde était vraiment sous le charme, tout le monde était très ému. C'était vraiment une très belle soirée. Donc, quelques mots sur l'auteur avant de parler du livre. Alors, Sorge Chalandon est un écrivain, bien sûr, il a déjà publié plusieurs romans. Mais il est aussi journaliste. Il a une très longue carrière en tant que journaliste. Il a travaillé pendant plus de 30 ans à Libération et maintenant il travaille dans la rédaction du Canard enchaîné. Il a été notamment reporter de guerre et membre de la presse judiciaire. Donc ces deux aspects-là l'ont profondément marqué. Cela dit, l'auteur fait une énorme différence entre son écriture journalistique et son écriture de roman. Ces deux exercices différents et son attitude, son approche sont très différentes. Il explique bien dans ses interviews, il a très bien expliqué l'autre soir, il se permet dans les romans ce qu'en tant que journaliste il ne peut pas se permettre, c'est-à-dire il explique très bien qu'en tant que journaliste il doit être objectif bien évidemment et surtout ne pas mêler ses propres émotions, ses ressentis, ses sentiments face à certaines situations, même les plus terribles, même face à des catastrophes, même face à une scène de guerre, etc. Alors qu'évidemment le roman lui permet précisément d'exprimer toute cette partie-là, d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses émotions, de pleurer s'il a envie de pleurer, de crier s'il a envie de crier, de haïr s'il a envie de haïr. Voilà, c'est vraiment ce qu'il précise et c'est très important. En fait, je n'ai jamais écrit de livre de journaliste, je crois. Il se trouve qu'un journaliste, c'est un homme ou c'est une femme qui arrive quelque part où il vit des choses, où il apprend des choses, où il écoute des choses. Quand je me retrouve à Beyrouth dans les massacres de Sabra et Shatila, il y a le journaliste qui va écrire Sabra et Shatila et il y a l'homme qui va le vivre. Et tous mes romans, en fait, ne sont pas du tout ce que le journaliste a vécu, mais ce que l'homme a vécu. Ce livre s'inspire de faits réels et en l'occurrence il s'inspire de la catastrophe du 27 décembre 1974 qui a tué 42 mineurs, 42 travailleurs à Liévin dans le nord de la France. Alors tout cela est réel, c'est-à-dire ça c'est des faits réels, des faits historiques et l'auteur s'inspire de cette catastrophe pour son roman. Auquel il ajoute par contre toute une partie de fiction. En particulier, le protagoniste, qui est Michel Flavant, est un personnage fictif, tout comme son frère, qui, dans la fiction du roman, est le 43e homme, une 43e victime. Le jour d'avant, c'est un roman qui a été construit et qui a été écrit à cause de ma première colère d'homme. Ma première colère d'homme, ça a été la catastrophe de Liévin en 1974.
À aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais faire un roman sur une catastrophe comme si je reprenais un fait divers et que j'en faisais un roman. Non, cette catastrophe, elle m'a hanté. J'ai aujourd'hui 69 ans. Elle m'a hanté depuis 1974 et je me suis toujours demandé comment est-ce que je peux rendre hommage à ces hommes qui sont morts au fond. Et pour rendre hommage à ces hommes, je n'ai trouvé qu'un seul moyen, c'est le roman. Mais ce qui est important, c'est que je ne me demande pas qu'est-ce que je vais pouvoir écrire. En revanche, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie de correspondant de guerre ou dans ma vie de journaliste m'a permis, à moi, l'homme, d'être confronté à des douleurs, à des souffrances, à des révoltes, à des colères, à des violences qui, elles, sont devenues le thème d'un roman. Et donc, par ce livre-là, rappeler aux gens qui le lisent ce que c'était que la mine, ce que c'était que la douleur des mineurs, ce que c'était que la fierté des mineurs, et ce que ça a été cette catastrophe. Moi, j'ai vu des gens de mon âge qui ont lu le livre en disant « mais je ne savais pas, j'avais jamais entendu parler de ça ». 74, ils avaient 20 ans, ils avaient 30 ans, ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Ce qui est monstrueux, c'est que des fois, il faut qu'il y ait un roman pour rappeler aux gens leur propre histoire. Un roman, une fiction, pour leur rappeler d'où on vient et qui nous sommes. Alors, je ne vous en dis pas plus, je ne peux pas trop vous parler de la trame parce que c'est vrai que c'est un livre qui est capable aussi de nous surprendre, c'est-à-dire il y a des coups de théâtre vraiment dans la trame, des choses qui nous surprennent. Alors, qu'est-ce qui fait la force de ce livre? Il y a plusieurs choses. Alors, un premier élément de force est certainement l'inspiration de faits réels, c'est-à-dire que la manière dont l'auteur parle de cette catastrophe de 74 qui l'a vraiment marqué lui un temps comme il le raconte l'autre soir dans la présentation, il en a parlé, il a expliqué que cet événement-là a été sa première colère d'homme. Il était très jeune à l'époque, il débutait dans sa carrière de journaliste et quand il est arrivé sur place, il s'est rendu compte, lui comme d'autres collègues, d'autres journalistes, que le mot fatalité n'avait rien à voir là-dedans, alors que c'était le premier mot qui avait été prononcé par tout le monde. Tout le monde avait parlé de fatalité alors que cet accident de Liévin pouvait être évité si seulement les conditions, les mesures de sécurité avaient été respectées. Donc c'est quelque chose qui l'a choqué, qui l'a profondément choqué, qui l'a profondément marqué et c'est pour cela que des décennies après, il arrive avec ce livre qui s'inspire de ces faits-là et qui fait incarner toute cette colère, cette rage, ce sens d'injustice, cette dénonciation dans ce personnage, dans son protagoniste qui après voilà est plus nuancé que ça, c'est-à-dire que voilà, encore une fois, je peux pas vous en dire plus. La radio, la télévision, la première chose, le premier mot qui a été prononcé le jour même, c'était fatalité. Et nous, à Libération, nous étions un jeune journal, on avait 1 an. Les envoyés spéciaux de Libération, tout de suite, ont vu que ce n'était pas la fatalité. Aucune mesure de précaution n'avait été prise. Aucun nettoyage n'avait été fait. Ça n'avait pas été dégrisouté, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y avait du gaz à l'intérieur, il y avait de la poussière. Et ces 42 hommes sont descendus dans la mine comme on descend dans une poudrière. Donc, la première chose qui m'a rendu fou, c'est ce mot de fatalité, comme si parce qu'on était mineur, on avait le droit de mourir. Être mineur, ça voulait dire avoir le droit de mourir à la mine. Moi, j'étais persuadé que le travail, c'était le symbole de la dignité. J'en suis encore persuadé. Je me suis brusquement rendu compte que le travail, c'était plus le symbole de la dignité, c'était plus le lieu de la dignité, mais c'est le lieu de la mort. Ça, c'est ma première colère. Ma deuxième colère, c'est comment le gouvernement français a géré ça. C'est-à-dire, il y a 42 morts, 42 cercueils sur une place dans la petite ville de Liévin, en France, dans le Nord. Le président de la République ne se déplace pas. Valéry Giscard d'Estaing ne fait pas le voyage. Il est en vacances en Afrique. Il envoie son Premier ministre, Jacques Chirac, dire qu'on fera une enquête. Ça, c'est la deuxième chose. Et ça, c'est une chose qui me rend encore hystérique aujourd'hui. Sur les fiches de paye des mineurs,
sur les fiches de paye, sur les bulletins de salaire des mineurs morts, les veuves des mineurs qui ont reçu le salaire se sont demandé pourquoi le salaire était moins important que d'habitude. C'est parce qu'on avait enlevé au salaire tous les vêtements, toutes les choses qu'ils avaient abîmées en étant morts. Le casque, l'uniforme, les bottes. C'est-à-dire que la mine, on est en 74, on n'est pas sous Zola, on n'est pas au 19e siècle. La mine française, la Compagnie nationale des mines avait enlevé de la fiche de paye ce avec quoi ils étaient morts parce qu'ils l'avaient abîmé, parce qu'ils l'avaient détérioré. Si, à 22 ans, ça ne rend pas fou de rage pour le reste de sa vie, c'est qu'on est perdu ou qu'on n'a rien compris. C'est important de souligner que la frontière entre réalité et fiction est très nette et claire. Elle n'est pas ambiguë, il n'y a aucune ambiguïté dans ce sens-là. Quand il y a des romans qui s'inspirent de faits réels, je trouve gênant le fait de ne pas savoir où se situe cette séparation, cette frontière entre les faits réels, les personnages réellement existés et ce qui est inventé par l'auteur. Après, c'est légitime, hein, c'est un roman, donc un auteur a le droit de faire ça, de mélanger. En revanche, Sorge Chalandon est très clair là-dessus, c'est-à-dire quand on l'écoute parler de son livre, voilà, il explique très clairement que toute l'histoire qui concerne l'accident, la catastrophe de Liévin est vraie, c'est réel, c'est historique, et que par contre son 43e homme ainsi que le frère de cet homme sont inventés. Là c'est de la fiction. Il y a un mélange mais on sait exactement où se situe la frontière. Donc c'est pour ça que ce mélange dans ce cas spécifique ne me gêne pas. Au contraire, c'est un des éléments qui font la grandeur de ce livre et la grandeur de cet écrivain qui est capable précisément de nous parler de l'histoire mais d'y mélanger de la fiction avec une très très grande maîtrise. Un autre élément de force, une autre grande qualité de ce livre est précisément la capacité de tisser une trame qui est très complexe, qui est très belle, et de le faire avec une maîtrise parfaite des techniques narratives. Puis un autre élément à souligner, c'est vraiment le style, l'écriture qui sont d'une beauté, qui sont d'une très grande poésie. Alors vraiment c'est quelque chose de remarquable. Ça n'arrive pas tous les jours de tomber sur des livres avec un si beau style, avec une si belle écriture, très poétique, très émouvante. Et un autre élément, bien sûr, la profondeur de pensée, la sensibilité de l'auteur, notamment par rapport à ces sujets, évidemment, à ces sujets qui l'ont marqué dans sa vraie vie d'homme, je veux dire. Il est spécialement sensible à la condition ouvrière, à certaines conditions de travail, ces conditions précisément qui ont provoqué des catastrophes comme celle de Liévin dont on parle ici, et il y en a d'autres, hein, malheureusement c'est pas la seule. Donc sa capacité d'analyse psychologique, sa connaissance de l'âme humaine, enfin c'est vraiment des éléments de force qui font la force et la beauté de ce roman. Il y a une expression, c'est plein de gens disent maintenant il faut tourner la page. Quand il y a eu la catastrophe de Liévin, très très vite, et je l'ai entendu partout, il faut tourner la page du charbon, il faut tourner la page des mineurs, il faut tourner la page de la catastrophe. Et moi, cette page-là, j'ai refusé de la tourner. J'ai pas envie. Et je sais que quand j'ai parlé de ce livre-là, que j'étais en train d'écrire ce livre-là, des gens m'ont dit, mais tu sais, Sorge, les mineurs, en fait, on s'en fout parce qu'il n'y en a plus. 74, c'est loin. Et pourquoi tu ne t'intéresses pas plutôt au drame d'aujourd'hui? Et oui, peut-être. Mais moi, j'avais fait une promesse à ces gens lorsque j'étais jeune, quand je suis allé moi-même à Liévin en 74, après la catastrophe, et j'avais fait une deuxième promesse qui était aux mineurs britanniques qui ont fait les grandes grèves des mines anglaises dans le Yorkshire sous Maggie Thatcher en 1982. Et cette grève-là, je l'ai suivie beaucoup avec les mineurs. J'ai suivi leurs combats, j'ai suivi leurs souffrances, j'ai suivi leurs défaites. Et chaque fois que j'étais avec eux, je leur racontais à eux, aux mineurs anglais, je leur racontais Liévin. Et un jour, un mineur anglais m'a dit « venge-les ». Un mineur anglais m'avait dit « venge-les ».
Et ce roman, c'était pour moi le seul moyen de les venger. C'est-à-dire de les venger, c'est-à-dire de les faire renaître, de les ressortir de l'anonymat, de redonner leur nom, de rappeler toute cette histoire, mais aussi d'obliger les gens à relire la page qu'ils ont tournée. Je ne supporte pas qu'on tourne les pages. Moi, je veux vivre avec les pages. Je ne les tourne pas. Le livre se compose de 2 parties. Une première, justement, qui est centrée sur les faits liés à cette catastrophe, etc. Et une deuxième partie qui est plus centrée sur le procès. Sur un procès, je ne vous en dis pas plus, mais voilà. Donc, 2 contextes un peu différents comme ça, mais dans les 2 cas, on découvre vraiment une sensibilité de l'auteur très, très émouvante, encore une fois. Ce livre nous rappelle vraiment ce que c'est que la belle littérature, ce que c'est que la littérature tout court. C'est ça, j'y pensais l'autre jour en le lisant, juste après l'avoir terminé en fait. Je me disais, ça nous arrive de lire des livres, surtout voilà, ceux qui comme moi aiment la lecture, ceux qui lisent beaucoup, ben, on enchaîne les lectures, les livres les uns après les autres, et puis il y a des livres qu'on aime plus ou moins, il y a des livres qu'on trouve pas mal, il y a des livres, voilà, dont on se dit c'est une belle lecture, c'est une lecture agréable, pourquoi pas. Et puis on tombe sur un livre comme celui-ci et on voit très clairement la différence énorme qu'il y a entre un livre, pourquoi pas, et la littérature. Et là, avec ce livre, avec Le jour d'avant, on est très clairement dans la littérature, la vraie, la belle littérature. C'est vraiment un livre avec lequel j'ai beaucoup pleuré. Mais vraiment, j'ai beaucoup pleuré et j'ai pleuré d'émotion d'un côté parce que l'histoire est très émouvante, que les personnages sont très émouvants et qu'en plus, puisqu'on sait que c'est inspiré de faits réels, évidemment c'est très émouvant de se dire qu'il y a des gens qui ont vraiment vécu ces situations-là. Et puis j'ai pleuré de beauté, j'ai pleuré grâce à la beauté du style, grâce à la capacité d'analyse psychologique de l'auteur, grâce à sa sensibilité qui ressort vraiment à chaque ligne. Donc j'ai beaucoup pleuré, mais c'était bien de pleurer parce que c'était des larmes d'émotion et de beauté. Lisez Le jour d'avant de Sorge Chalandon. Je vous l'ai dit 10 fois peut-être depuis le début de la vidéo, mais vraiment c'est un énorme coup de cœur, donc je vous le conseille, lisez ce livre. Moi, quant à moi, ça m'a donné envie évidemment de découvrir les autres livres de l'auteur, ce que je vais certainement faire, je vais les acheter et les lire au plus vite, vraiment dès que possible. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, je suis vraiment ravie d'avoir partagé avec vous cet énorme coup de cœur. Alors évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et écrivez-moi dans les commentaires pour me dire si vous avez lu ce livre, s'il vous a plu, si vous avez lu d'autres livres de Sorge Chalandon. Si j'avais été peintre, j'aurais peint la catastrophe. Si j'avais été chanteur, je l'aurais chanté. Et là, comme je peux écrire un peu, donc je l'ai écrit. À très bientôt avec la prochaine vidéo.